pouvoir public. Donc là encore, vous l'avez compris, donc deux interventions. Donc la première de Marie Siroto, donc et la seconde de Marc Millet. Donc toujours ce mouvement d'hybridation, ces binômes juristes-politistes pour traiter de ces questions de la transformation de l'État. Donc, je rappelle, s'il en était besoin encore à chacun des intervenants, qu'il a 15 minutes, pas plus, pour son intervention. Et après, on aura donc un dernier débat avant la pause de midi. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de ce colloque pour leur invitation et mon binôme, bien sûr, pour les échanges passés à venir sur ce sujet commun qui n'est pas exactement le sujet de mes travaux de recherche en doctorat, mais qui vont permettre, je l'espère, de croiser les regards. Le nouveau panel qui s'ouvre a mis en exergue dans son intitulé même les difficultés de traduction qui peuvent exister entre la langue des politistes et celle des juristes. D'abord, la notion d'acteur public conduit à certaines réserves car elle n'existe pas en droit. Mais elle a été préférée à deux autres notions, celle de pouvoir public, au pluriel, dont le contenu est très fluctuant, et celle d'administration, beaucoup plus usuelle en droit public, mais restreignant le champ de réflexion à un ensemble d'institutions classiques rattachées au pouvoir exécutif exclusivement. La notion de pouvoir public au singulier ne se trouve elle aussi dans aucun dictionnaire juridique. Le pouvoir en droit renvoie à deux choses, la capacité de faire pour le compte d'autrui et plus spécifiquement dans le vocabulaire constitutionnel, le pouvoir au sens juridique, c'est l'ensemble des compétences juridiques de l'État. On retiendra donc plutôt une approche fonctionnelle du pouvoir public, à savoir l'ensemble des compétences permettant l'exercice de fonctions publiques, aussi bien administratives, législatives que judiciaires, assurées en principe par les gouvernants, c'est-à-dire le Parlement et les autorités exécutives nationales et locales. À partir de cet intitulé assez peu juridique, comment réfléchir à l'apport du droit dans la détermination des frontières de ce pouvoir public? Le professeur Jacques Caillos a montré que l'européanisation de l'action publique et sa réorganisation managériale avaient conduit à de fréquents réajustements institutionnels de l'administration. Le raisonnement sur les frontières du pouvoir public peut donc être développé dans le langage du droit, parce que le droit, et en particulier le droit administratif, a précisément pour projet de délimiter les contours, les bornes de l'administration, ce qui constitue ce que Jacques Caillos a appelé la méthode proprement juridique de marquage du territoire administratif. En effet, le droit public a pensé les relations et les différentes formes d'association entre les personnes privées et l'administration autour de la notion de compétence, justifiant ainsi l'extension du pouvoir de l'administration et à travers elle, celle de l'État, sur la vie économique et sociale. On verra que l'analyse juridique des équilibres dans les relations entre acteurs publics et personnes privées procède d'une approche historico-juridique dans laquelle la notion de pouvoir public est rabattue sur celle d'administration, mais que de nouvelles approches juridiques ont émergé permettant de penser des ruptures éventuelles dans ces relations. On présentera enfin quelques pistes de réflexion, quelques projets de réforme juridique pour mieux encadrer l'intervention des personnes privées dans l'activité normative des pouvoirs législatifs et exécutifs. L'histoire administrative montre que de nombreux échanges ont existé entre l'administration et les personnes privées. Mobilité des acteurs pour permettre parfois d'accroître temporairement et de manière exceptionnelle la masse des acteurs du secteur public. Porosité aussi des activités, l'administration ayant depuis longtemps délégué certaines missions matérielles ou normatives à des acteurs privés ayant un savoir-faire technique particulier. Ces échanges ont parfois conduit d'ailleurs à des constructions factices que le droit administratif a dénoncées à travers le concept de transparence qui permet de rétablir la réalité de la dépendance institutionnelle entre deux personnes morales apparemment distinctes, mais dont en réalité il n'existe qu'une seule et même entité. Ces échanges ont également été analysés à travers les différentes fonctions qu'ils avaient, notamment pour le pouvoir exécutif, reprise dans le secteur public des traditions d'action, de la culture d'action du secteur privé à la faveur du nouveau management public, qui s'est concrétisé par la recherche de rentabilité de l'action publique, recherche également de synergie et développement de l'externalisation liée à l'augmentation de la dette publique et répondant à une réduction des moyens offerts aux administrations. Plus récemment, on a également assisté au développement de nouvelles modalités d'association de la société civile aux prises de décisions administratives,
dans le but de renouveler les processus démocratiques. L'apparition de ces nombreux échanges entre acteurs publics et personnes privées devrait également légitimer en retour l'interventionnisme administratif au sein des secteurs économiques et sociaux, l'État jouant également parfois le rôle de médiateur dans certains conflits privés en raison de la sensibilité de ces conflits. Quelle rupture peut-on lire alors dans ce pouvoir public si finalement celui-ci n'est qu'un ensemble d'acteurs mobiles, d'activités fluctuantes, regroupés dans une notion d'administration au sens large pour les juristes? Traditionnellement, le droit public a fixé le point de rupture des relations entre acteurs publics et personnes privées à l'amputation, même minime, d'une activité constitutive de la souveraineté de l'État, en se fondant sur un argument naturaliste. La jurisprudence a en effet jugé qu'il y avait des fonctions qui, par nature, revenaient à l'administration, quand d'autres revenaient au secteur privé. Cette expression a été utilisée pour la première fois dans la décision d'Assemblée du Conseil d'État du 17 juin 1932, ville de Castelnaudary. En réalité, cette lecture de l'arrêt est superficielle. D'abord, il n'existe pas de fixité ni de naturalité de ce que seraient les frontières du secteur public et donc le champ d'intervention des acteurs publics. Et surtout, l'analyse de cette jurisprudence et des jurisprudences qui ont suivi qui ont été fondées sur l'argument naturaliste révèle que celui-ci servait davantage à arbitrer un conflit entre pouvoir local des communes et pouvoir étatique local, c'est-à-dire le préfet, et donc à poser une limite à la liberté des communes dans certaines matières, comme celle de la police, plutôt qu'à délimiter le périmètre des matières délégables ou indélégables à des personnes privées par une administration publique. Cette limite à la liberté des communes a donc été plutôt assimilée en droit à l'idée d'indisponibilité des compétences des personnes publiques et au principe d'interdiction de recourir au contrat en matière de police. Finalement, la confusion entre l'argument de la compétence, d'après lequel la technique contractuelle ne peut lier la compétence d'un acteur public, et l'argument naturaliste, d'après lequel il existe des missions indélégables à des personnes privées, a discrédité cette jurisprudence. Et en tout état de cause, le législateur, à partir des années 90, a progressivement fondé une nouvelle distinction entre les missions de sécurité touchant à la souveraineté et les missions de sécurité purement matérielles ou détachables des missions de souveraineté, donc délégables, distinction parfois résumée à celle entre mission normative et mission matérielle. Le juge administratif puis le Conseil constitutionnel se sont ralliés à cette distinction. L'observation du droit positif trahit toutefois un glissement progressif de la frontière entre cette nouvelle ligne de partage entre mission normative et mission matérielle. On constate que progressivement, l'association à des tâches matérielles prend la forme de réalisation de tâches normatives, comme si la mise en œuvre ou la réalisation de telles tâches constituait la part matérielle d'une activité finalement normative. C'est ainsi opéré une décorrélation entre la part matérielle de confection technique, de rédaction de la norme, de mise en œuvre de la norme, voire d'exécution de la norme, et la part qui serait purement normative de détermination du contenu de la norme, l'espèce de cœur normatif donc de la norme dans lequel il n'y aurait qu'un contenu abstrait, presque non encore formulé dans le langage. Cette décorrélation a permis au pouvoir exécutif et législatif de recourir à des personnes privées pour, par exemple, rédiger l'exposé des motifs d'un projet ou d'une proposition de loi, rédiger des textes réglementaires, rédiger certaines clauses contractuelles annexées à des contrats de l'administration, rédiger certaines rubriques des études d'impact et d'évaluation des politiques publiques, normaliser un secteur technique ou encore mettre en place des dispositifs techniques pour permettre le contrôle à distance des personnes mises en examen dans le cadre d'un contrôle judiciaire et placées sous surveillance électronique. Or, il nous semble que ces différentes prestations techniques influent sur le contenu normatif parce que l'usage d'une expertise technique peut influencer, en la capturant, la prise de décision, en principe souveraine, qu'elle conditionne. C'est en décortiquant cet état de fait qu'on ne peut que se rallier à l'idée de réintroduire dans le giron de l'administration une expertise technique et scientifique au moyen de filières associées, en reprenant la tradition des grands corps techniques de l'État, et encourager peut-être une réforme de l'intérieur des grands corps d'inspection de l'État, sans les remplacer nécessairement par les sociétés de conseil qui assurent depuis peu le rôle de conseil du gouvernement dans le cadre de la réorganisation de l'administration et de la réforme de l'ENA.
L'approche juridique permet en tout cas également de mettre à jour les défauts du contrôle juridictionnel sur le droit produit au sein des administrations et par le Parlement. Le contrôle de constitutionnalité, tel qu'actuellement réalisé par le Conseil constitutionnel, se focalise en effet sur la procédure parlementaire et maintient le droit gouvernemental en dehors de la Constitution, alors même qu'il est croissant, si bien que le juge se contente de constitutionnaliser le non-droit constitutionnel du gouvernement. Je reprends ici l'expression du professeur Carléo. Et le contrôle des contrats de la commande publique ne permet pas de vérifier la réalité du contrôle des services administratifs sur leurs co-contractants au cours de l'exécution du contrat, ni ne permet le contrôle du législateur sur un contrat qu'il n'a pas passé, mais auquel il est particulièrement intéressé, notamment lorsqu'il l'a porté sur des projets de loi. C'est pourquoi, au stade de la préparation de la prise de décision, un arsenal juridique pourrait être mis en place pour assurer un meilleur contrôle de la réalisation de telles associations des personnes privées à la production normative du pouvoir public. Première piste, la revalorisation du principe constitutionnel de pluralisme. Ce principe est, dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, un élément déterminant de la vie démocratique, et il a vu d'ailleurs son assise constitutionnelle renforcée par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008. Il pourrait être mobilisé par le Conseil dans son contrôle de la loi, à condition que le Conseil revienne tout de même sur une jurisprudence de 2010, dans laquelle il avait jugé inopérant le grief tiré de la méconnaissance de cet objectif constitutionnel appliqué à une disposition législative qui n'était relative ni à la vie politique ni aux médias. Il faudrait donc que cet objectif puisse être appliqué à l'ensemble des secteurs sur lesquels la loi porte. Deuxième piste, le contrôle de constitutionnalité pourrait être étendu aux activités préparatoires à la création de la loi pour s'assurer de la mise en place d'un contrôle minimal du législateur sur la création des projets de loi par les administrations. Le contrôle porterait alors sur le plan procédural, une sorte de contrôle de constitutionnalité externe, de l'accès du législateur à une information complète sur les motifs de la loi et les conditions de sa genèse. Dernière piste, un contrôle juridictionnel de l'objectivité des motifs des décisions administratives et législatives pourrait être mis en place afin d'évaluer le caractère scientifique et objectif des données et des expertises qui ont fondé le choix de l'administration et du Parlement. Et ce contrôle constituerait, d'après nous, un moyen convaincant pour répondre d'abord à la demande sociale de rationalité des décisions administratives et législatives, et pourrait permettre de lever le doute sur la possibilité des conflits d'intérêts liés à l'association des personnes privées à la confection des décisions administratives et législatives. Donc, pour conclure, double apport de l'approche juridique sur cette notion. Le droit permet une compréhension, je pense, assez fine des enjeux politiques de la distinction entre la sphère publique et la sphère privée et des mobilités des acteurs entre ces deux sphères. Il est un bon reflet de ces phénomènes et il est surtout un bon étalon pour mesurer la part d'équilibre et la part de rupture qui peut exister, même s'il doit être alors complété par la science politique. Le droit est surtout un fonds de solution, notamment en contentieux, pour remédier aux risques liés à l'implication des personnes privées dans la production normative qui revient en principe au pouvoir public. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Marc. Alors, je remercie à mon tour les organisateurs pour m'avoir invité à ce colloque du CERSA autour de cette question des transformations de l'État. Alors, je dois dire, il a été conçu et pensé, il me semble, là aussi, pour permettre aux intervenants de présenter un certain nombre de champs sur lesquels ils travaillent. Dès lors, ma présentation sera plutôt du côté des libres propos autour de la thématique du panel, qui ne sera pas une exégèse de chacun des termes sur la notion d'équilibre, de rupture, d'acteur public, mais plutôt, je partirai d'un point de vue politique pour essayer de présenter les interactions entre ces acteurs privés et publics. Donc, c'est un préalable. Je ne suis pas spécialiste non plus des rouages administratifs. Donc, je m'intéresserai essentiellement à la question plutôt de la fabrique de la loi et plus globalement des contributions dans ce qu'on appelle de manière générique cette action publique.
L'idée sous-jacente tout de même, liée non pas au panel, mais sans doute à la thématique globale, c'est la question des transformations. Donc, je ferai quand même deux préalables, deux postulats autour de ces interrogations. La première interrogation, elle porte sur cette idée de frontières, transformation. Et finalement, ce que je voudrais essayer de montrer, c'est que du point de vue des interactions, acteurs privés, acteurs publics, on est plutôt, il me semble, dans une logique de continuité des pratiques, on pourrait dire des encadrements, des dispositifs, bien plus que d'une sorte de transformation substantielle. Et dès lors, s'il y a transformation, eh bien, il me semble qu'elle est plutôt dans le prisme ou les paradigmes, dans la manière dont l'analyse a pensé cet objet des interactions acteurs privés et acteurs publics. C'est ce que je vais essayer de montrer. Le deuxième préalable et postulat, c'est le fait de savoir si finalement s'interroger sur ces interactions privées, publiques, ces différents types d'acteurs, permettent de comprendre la transformation de l'État, de manière générique un peu du secteur public. Est-ce que c'est une contribution? Et j'essaierai peut-être de terminer par là, et je ferai une réponse qui me semble plutôt une réponse de Normand et qui ne sera pas tranchée. Alors, dès lors, j'organiserai mon propos assez classiquement. D'abord, pour essayer de présenter les mutations, il me semble plutôt des analyses, comment la science politique, ou d'un point de vue d'un politiste, on a pensé successivement à ces interactions. Et puis ensuite, j'essaierai de voir, disons, de focaliser sur 2-3 points significatifs de quelques interactions qui, quand même, par l'observation, on peut voir, se sont modifiées. Alors d'abord, les modifications liées à l'analyse de sciences politiques, on peut essayer d'identifier 2-3 approches qui me paraissent importantes. D'abord, bien sûr, la sociologie de l'action publique ou les politiques publiques. Or, on peut considérer que la coproduction disons, des normes juridiques ou plus globalement de l'action publique est intrinsèquement liée à la discipline, à cette interaction privée-publique. En témoigne l'un des manuels importants dans la discipline, celui de Patrick Senteuffel, où on peut dire que ça innerve à peu près tout son manuel, cet enjeu. Néanmoins, il y a eu quand même des mutations, des transformations sur la manière de voir. Et l'idée un peu que j'essaie de vouloir avancer, c'est le fait qu'à chaque limite, je dirais, de type d'analyse, eh bien, ça permet de voir qu'on peut compléter par d'autres approches ou peut-être d'autres sous-branches, on pourrait dire disciplinaires. Alors, premier temps, on peut dire pour l'action publique, ces interactions, elles ont été traitées autour de ce qu'on a appelé assez classiquement, ce que connaissent bien les spécialistes de notre discipline, les coalitions de cause ou les réseaux d'action publique. L'idée, c'est qu'on a des groupes en interaction, à la fois privés et publics, qui, avec une vision du monde, d'un problème, veulent essayer d'orienter le contenu même de l'action publique. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a eu des limites à ce type, finalement, d'analyse. Il y en a 2-3. Issurel en avait présenté dans un très ancien papier sur ces questions. C'est le fait qu'on avait une difficulté à différencier les intérêts des croyances dans ce type de logique. Il me semble qu'il y a 2 enjeux aussi fondamentaux. Un qui est lié à la question que tu posais tout à l'heure sur la question des facteurs et de voir est-ce que le changement est lié à ces coalitions, donc c'est le changement de ces coalitions ou intrinsèque à la concurrence qui crée le changement, ou est-ce que c'est l'environnement qui crée finalement les changements? Or, il me semble que la littérature a montré que quand des changements importants interviennent, c'est plutôt l'environnement. Donc, à quoi sert d'utiliser un modèle de coalition de causes si finalement les facteurs importants sont extérieurs? Et donc, on voit la limite à ces premiers types d'analyse de manière importante. Le troisième facteur qui, moi, me paraît extrêmement significatif, c'est qu'il y a plein de zones d'ombre autour de ces coalitions de causes, et particulièrement, c'est le Parlement. Et en France, la plupart des travaux qui sont intéressés à ces oppositions de groupes concurrentiels sont plutôt intéressés à la phase préparatoire de la fabrique de l'action publique. Et donc avait laissé dans l'ombre le Parlement, ce qui n'était pas le cas des travaux anglo-saxons. Donc, dans un deuxième temps, on peut dire cette interaction privée-publique, elle a été centrée sur la question de l'effectivité de l'action publique. On le voit autour de nouveaux modèles, donc j'en citerai 2 là aussi, qui se sont un peu substitués, il me semble. Le gouvernement à distance, et donc de s'intéresser autour de la mise en œuvre, de voir comment maintenant, finalement, les acteurs publics font faire plutôt que font. L'idée de la délégation, c'était plutôt de s'écarter des responsabilités. Ça a été plutôt utilisé en France dans certains secteurs, ça me paraît assez significatif et intéressant. L'autre modèle significatif de la mise en œuvre est plutôt centré sur ce qu'on pourrait dire la question de la démocratie associative. Et donc là, cette fois-ci, c'est de montrer comment, dans la mise en œuvre, on va faire agir un certain nombre d'associations dans le cadre de l'intérêt général. C'est un modèle anglo-saxon, Associative Democracy, qui a été introduit en France par une collègue, grenobloise, Sabine Soruger. Il y a là aussi des limites importantes. Première limite qui me semble significative, c'est le fait que c'est assez descriptif, en fait. Ça permet de montrer comment les associations agissent contre financement et vont utiliser un certain nombre de services. L'autre limite qui me semble importante, c'est que puisqu'elle est descriptive, elle a très peu été reprise.
Je pense qu'on est très peu à citer ce type de modèle, à part Sabine Sorugé, je le cite aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. Et donc, on voit qu'il faut des analyses complémentaires pour comprendre. Donc, deuxième approche, c'est celle qui est plutôt intervenue du côté des études parlementaires et qui, me semble, amène un certain nombre de points intéressants sur cette interaction. Alors, on peut dire qu'il y a eu un moment des études parlementaires, il y a à peu près 10 ans, avec ce qu'on appelait le retour des parlements. Et là aussi, il y a 2-3 traits caractéristiques qui ont permis de repenser cette interaction privée-publique. D'ailleurs, il y a un traité qui est publié il y a 1 an ou 2, d'ailleurs sous la co-direction d'un juriste et d'un politiste, qui montre bien l'importance de ces logiques. Alors, que nous disent à grands traits ces travaux? Il me semble là aussi, il y a quelques tout de même, disons, très saillants autour de ces enjeux. Le premier, c'est le fait que le passage au Parlement, il se passe des choses. Et qu'immanquablement, les travaux notamment sur le lobbying, sur les pressions, les logiques d'influence, eh bien, elles interviennent aussi à ce moment. Donc, ce n'est pas une réévaluation de l'organe parlementaire, transformation d'une lecture des institutions, c'est beaucoup plus une interrogation sur le fait qu'on a un lobbying réactif pour ne pas détricoter des positions qui ont été prises antérieurement. Il y a beaucoup de travaux maintenant sur cette question. L'autre trait important, c'est la réévaluation, pour le coup, des activités. Et là, on peut dire les anciens travaux, assez peu représentatifs, on cite beaucoup en sciences politiques les travaux de Wilson, montraient que la phase parlementaire est secondaire. Il montrait qu'il y avait moins d'un tiers, finalement, des actions des acteurs privés qui se passaient au Parlement dans les années 80. Or, maintenant, on a des données objectives. On a un rapport de la HATVP, l'Autorité administrative de régulation de la transparence, et qui montre que la majorité des actions se font vers les parlementaires. C'est 67% dans le dernier rapport, qui montre bien cette importance. Troisième élément important de ces études autour du Parlement, c'est le fait qu'on a désormais véritablement une sous-branche, ce sont le lobbying législatif, qui est travaillé au niveau anglo-saxon, c'est toute une littérature et qui s'intéresse essentiellement à la logique de l'échange et de montrer que c'est assez classique, on a finalement de l'expertise contre, à ce moment-là, une légitimation et une prise de position. Troisième type, il me semble, de modification dans l'analyse sur ces interactions, elle est venue cette fois-ci de la sociologie politique. Là aussi, dans le temps imparti, je citerai que 2-3 points, disons, saillants. La sociologie politique a repensé les logiques d'influence. Premier point, il me semble significatif de ces logiques, c'est d'essayer de montrer qu'en réalité, l'influence, elle est aussi des acteurs publics vers les acteurs privés. On a un certain nombre de travaux, de thèses, qui montrent notamment le travail, par exemple, de Cornelia Wohl, comment un acteur public peut jouer les acteurs privés contre d'autres acteurs publics. Et là, on le voit très bien au niveau européen, il y a une thèse donc, qui s'appelle le lobbying à rebours, de manière significative. D'autres chercheurs, enseignants-chercheurs, ont travaillé sur la multiplicité de ces logiques d'influence. Et donc de montrer qu'on ne peut intervenir, mais que du fait de la sociologie même des acteurs, eh bien, il y a une bonne écoute. Les propriétés sociales sont équivalentes, on est passé par les mêmes cercles et que finalement la pression est faible et elle n'a pas besoin d'être importante. Guillaume Sacriste, à nouveau au niveau européen, lui l'a montré aussi de manière assez significative. Donc, premier pôle important, c'est cette transformation sur ces logiques. D'autres travaux ont montré qu'il y avait des politiques qui n'étaient pas nécessairement faites vers l'action publique, mais plus génériques. Deuxième élément qui me paraît important de la littérature, c'est la professionnalisation. Donc, enjeu significatif, c'est de s'interroger en sociologie politique sur, finalement, est-ce que ces logiques d'influence n'auraient pas abouti, finalement, à professionnaliser ces acteurs privés sur ces logiques d'influence. Là aussi, il me semble qu'il y a maintenant pas mal de travaux. On peut répondre. Une des interrogations, c'était de dire que, finalement, les groupes de cause, les ONG, les associations sont moins professionnalisés que, bien sûr, ceux qui ont des ressources, les acteurs économiques. Or, les travaux le montrent, statistiquement, on s'aperçoit qu'il n'y a pas moins de professionnalisation. La vraie variable, c'est la taille de l'organisation. Si vous êtes une organisation importante, vous êtes doté de ressources et immanquablement, le degré de professionnalisation est fort. Dernier trait, alors, il me semble, de cet apport de la sociologie politique, c'est le fait de montrer que finalement, il n'y a pas un acteur dominant sur l'ensemble des types de processus décisionnels. Autour des pensée un peu médiatique sur le fait qu'on aurait des acteurs économiques qui tirent les ficelles, on voit que des logiques de concurrence extrêmement importantes au sein même des acteurs économiques font qu'en réalité, selon les types de conjonctures, selon les structures, il y a des alliances multiples. Les travaux d'Olivier Costa montraient très bien que les industriels sur les pots catalytiques peuvent s'allier à des ONG contre d'autres industriels qui n'ont pas ces techniques. Donc on voit toutes ces logiques et c'est assez bien montré par la littérature.
Alors, j'en viens à mon deuxième point. Dès lors, quand même, l'évolution de ces prismes, j'ai essayé à grands traits d'en retracer quelques-uns, est-ce qu'ils permettent de voir quand même un certain nombre de transformations? Alors, je ne ferai pas une longue litanie, mais j'en citerai 2-3 qui me paraissent importantes. D'abord, une transformation de l'intervention des groupes d'intérêt dans la fabrique de la loi. Et là, il y a eu des mutations quand même notables. D'abord, des nouvelles prérogatives d'action publique. Et on voit que l'arrivée de l'impératif évaluatif, notamment au Parlement, a modifié les choses de manière significative. On peut voir alors que désormais, eh bien, puisque c'est élevé à un objectif et à un élément finalement dans la hiérarchie des normes dans la Constitution, eh bien, on voit que des groupes d'intérêt vont réaliser des évaluations concurrentes de l'évaluation publique. On le voit très bien sur la mise en place des études d'impact, où on a des groupes d'intérêt qui vont contester les études d'impact en faisant des études d'impact concurrentes. Le Conseil national du barreau l'a fait lors de la présentation de la loi Macron. On peut donner beaucoup d'exemples, mais c'est sans doute un enjeu significatif. On peut voir aussi que des instituts, et le CERSA pourrait y participer, le LIEP à Sciences Po l'a fait, s'associent à des associations pour faire une évaluation de la loi et de l'application de la loi. Ça a été le cas sur la loi relative au système prostitutionnel, pour montrer les effets pervers de la loi établie. Donc, premier point important, ces transformations, je dirais, des nouveaux impératifs d'action publique dans le cadre du Parlement produisent là aussi un certain nombre d'effets. L'autre élément qui a été beaucoup mis en exergue au niveau médiatique, c'est la question de la consultocratie, à la fois pendant la période du Covid, avec l'usage de cabinets de consulting pour la logistique, mais du point de vue de la fabrique des normes et de cette fabrique de la loi, le grand moment qui a mis en exergue cette logique, c'est la loi mobilité en 2019, où a été rendu public le fait que l'exposé des motifs a fait l'objet d'un appel d'offres à un cabinet, et donc qui aurait été payé bien gracieusement, puisque 30 000 € pour un exposé des motifs, c'était quelque chose de tout à fait significatif. En réalité, dans cette logique de continuité, ce qu'on voit, c'est que cette logique, d'une part, s'inscrivait dans des dispositifs beaucoup plus globaux. Il s'agissait aussi de rédiger l'étude d'impact. Et puis surtout que la science politique avait pensé ces interactions autour de la notion de consultocratie. Et beaucoup de travaux, Philippe Bézès l'avait très bien montré, Denis Saint-Martin également, c'était une tendance lourde et dès les années 50, en fait, on avait déjà ce type d'interaction et la consultocratie s'est développée de manière significative, là aussi plutôt sur des décennies que simplement à partir du moment Macron. On voit également, dernier point que je voudrais évoquer sur ces transformations vis-à-vis du Parlement, le fait qu'il faut voir que de nouveaux dispositifs du système juridique permettent de peser autrement sur la loi. Et ça a été cité tout à l'heure, mais l'intervention de la QPC est un élément important. La QPC a été pensée pour être finalement une nouvelle garantie des grands droits fondamentaux pour les citoyens. Et des études statistiques comparatives montrent qu'en réalité, ce sont les groupes d'intérêt qui s'en sont beaucoup emparés. Et en réalité, parmi les requérants, les données montrent que c'est à peu près la moitié des QPC qui viennent, c'est 56% des citoyens. Le reste, ce sont des sociétés, des entreprises et des groupes d'intérêt. Et donc, une étude globale de l'intervention, à quel titre que ce soit, des mémoires en intervention, des requérants, eh bien, on a à peu près 45%, presque la moitié des QPC qui ont vu intervenir des acteurs, des groupements représentatifs d'une action privée. Donc, premier point significatif quand même de transformation, c'est ce rapport des groupes d'intérêt dans la fabrique de la loi. Le deuxième point que je voudrais citer, c'est l'entrée en jeu des citoyens. Alors, j'en citerai deux et je ne développerai pas chacun de ces points. Le deuxième entrée importante, c'est sur l'entrée en jeu des citoyens, c'est ce que fait la démocratie participative aux acteurs privés. Or là, immanquablement, là aussi, ça modifie les choses de manière significative. Donc, je vais resserrer un peu, il y a beaucoup de choses. Mais on voit que ces dispositifs participatifs ont été saisis par les groupes d'intérêt. C'est un phénomène qu'on appelle les astroturfs, où on a la possibilité que des groupes d'intérêt se cachent derrière une consultation publique. Et donc, ils vont instrumentaliser et utiliser ces instruments. On voit aussi qu'ils vont provoquer de la concurrence, deuxième idée importante, et le fait que les organisations professionnelles sont maintenant concurrencées par les citoyens. Ils sont mis au même plan. Et là, les syndicats ont été extrêmement critiques. Donc, je ne détaille pas, mais je pense que chacun aura compris ces modalités. Le troisième point, avant de conclure, que je voudrais citer, c'est l'influence des groupes d'intérêt qui est devenu, un objet de l'action publique. Et donc là, cette fois-ci, c'est le fait que l'encadrement juridique
des pratiques des acteurs privés est devenu un élément central d'un certain nombre de politiques et de législations. Ce mouvement s'est diffusé de manière importante sur plusieurs continents. Alors, juste, Yves, si je peux, c'est conclure. Merci beaucoup. Alors, j'en reviens à ma question principale. À travers ces transformations des modes d'analyse et d'un certain nombre de pratiques, est-ce qu'on peut répondre sur la transformation de l'État? Alors, je me garderai bien de répondre, n'étant pas spécialiste de cette sociologie de l'État, mais il me semble qu'on peut faire une réponse un peu ambivalente. D'un côté, on peut voir que c'est bien des transformations substantielles et qui font référence donc à ce que d'aucuns ont appelé la transformation d'un État postmoderne. La question, c'est bien sûr le seuil. Est-ce que ces éléments que j'ai présentés sont des éléments significatifs, substantiels, ou simplement une logique de continuité? D'un autre côté, on voit que toutes ces transformations, j'ai essayé de le montrer, à chacun des pans, s'inscrivent véritablement sur le temps long. Et donc, je donnerai juste un terme, c'est la notion de post-parlementarisme, qui a été évoquée par des auteurs anglo-saxons pour montrer le policy process under pressure. Et ils disent c'est l'avènement de la démocratie post-parlementaire. Ces auteurs, ils le disent en 1979. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire rien de nouveau sous le soleil. Je vous remercie. Merci Marc. Donc, je ne t'ai pas interrompu, j'ai vu que tu étais sur le point de conclure. Donc, on va ouvrir la discussion. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou encore à nouveau à distance? C'est l'effet habituel de sidération et d'accumulation d'une matinée de débat. Donc, pas de questions. Et si tu peux me permettre. Oui, bien sûr. Juste du coup, j'en profite si on a pour vous, Monsieur Millet, donc du coup pour développer les points que vous n'avez pas pu développer. Donc je botte en touche voilà, pour savoir du coup votre troisième point. Je crois que c'était. Et c'est seulement s'il n'y a pas de questions. Si l'organisatrice, effectivement, c'est. On n'a pas créé de binôme. Qui est une prolongation. Alors, le dernier point sur lequel je n'ai pas eu le temps d'insister, c'est la mise en place de ces législations d'encadrement juridique et aussi de transparence. Alors, il y a deux, trois points importants. Le premier, sans doute significatif, c'est que c'est une diffusion qui est mondiale sur plusieurs continents. Donc, c'est une tendance lourde. Elle est portée par des organisations internationales. Et donc, il y a une étude de l'HATVP sur 41 pays, notamment des membres de l'Union. Ce qu'on peut voir, c'est que maintenant, c'est un véritable modèle. Donc, la majorité, c'est 60% à peu près des États étudiés, ont une réglementation. Donc, la logique de transparence est devenue vraiment fondamentale. Ça, c'est sans doute le premier point important. Ensuite, ce qu'on peut essayer, c'est de définir peut-être des grands principes ou des évolutions. Il me semble qu'on est dans un encadrement de plus en plus strict. Donc, on est passé plutôt d'une logique, sans que ce soit un terme juridique, plutôt politiste, mais d'une logique si on fait un modèle de régulation vers un modèle de réglementation, avec les informations à fournir, tout un tas d'éléments significatifs. Donc, il me semble qu'il y a deux, trois principes qui peut-être on retrouve dans chacun de ces dispositifs. Le principe de transparence. Toutes ces législations, ces éléments infralégislatifs essayent de montrer, d'avoir l'accès à de plus de possibles d'informations. C'est un élément important. Deuxième principe sans doute significatif, c'est ce que j'appellerais la logique de l'échange. C'est-à-dire que c'est un donnant-donnant. Donc, c'est information contre accès. Et on retrouve mutatis mutandis à peu près, là aussi, dans beaucoup de législations. Et peut-être un troisième principe, c'est le principe d'éthique. Il y a beaucoup de codes de déontologie qui sont utilisés et qu'on retrouve. Voilà, je crois que c'est les principaux, sans doute, les principaux éléments voilà, à grands traits qu'on peut citer. Peut-être un point de vue plus normatif, il me semble que ça a été dit dans pas mal de travaux de sciences politiques, on voit la difficulté en fait, de ce type de dispositif parce qu'en réalité, ils sont remodelés de manière permanente. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'ai des questions, mais donc, oui, Olivier. Question à Marie Sirotto. Comme elle, j'ai toujours été fasciné par cette décision ville de Castelnaudary de 1932 et cette référence à la nature. Le pouvoir de police est par nature indélégable à une personne privée. Et ce que je ne m'explique pas du tout, et je souhaite la faire réagir sur ce sujet, c'est que derrière cette référence à la nature, lorsqu'on lit les conclusions du commissaire du gouvernement, il est question de compétences inhérentes à la souveraineté de l'État. Donc on trouve l'explication de ce que le commissaire met derrière ce terme nature. Mais ça ne marche pas.
Pourquoi? Parce que le pouvoir de police dont il était question de Castelnaudary, ce n'est pas un pouvoir de police étatique, c'est un pouvoir de police municipale. Et ce paradoxe me trouble et je voulais la faire réagir sur le sujet. Et effectivement, c'est pour ça que je disais que cette lecture fondée sur l'argument naturaliste était un peu superficielle, parce que quand on creuse, finalement, il y a autre chose derrière cet argument naturaliste, qui est ce conflit qui était ouvert entre la commune et la préfecture, avec des couleurs politiques différentes. Ce qu'a écrit notamment Tiffaine Le Yoncourt dans sa note au Gabja. Je pense qu'il y avait une volonté d'utiliser un argument massu pour passer outre la construction qui était, voilà, ce recours à des gardes privés. Je pense pas, enfin, je suis désolée, je pense pas pouvoir l'expliquer mieux que ça. Il me semble que, voilà, c'était une sorte de reprise de Weber, mais un peu diluée. Et effectivement, l'idée même de Weber, c'était peut-être plutôt de projeter quelque chose sur l'État plutôt que d'en faire un constat a priori objectif, comme si c'était une vérité générale posée sur l'État. Derrière, c'est plutôt la recherche de l'affirmation de l'État à travers cet argument. Merci. D'autres questions? Alors moi, j'ai peut-être deux observations, un peu sous forme de questions, en tout cas qui peuvent faire réagir les deux intervenants. C'est le premier, moi j'étais sensible à ce que vous disiez en préambule de votre intervention sur la nécessité de travailler les catégories, parce qu'il me semble qu'ici, on a quand même des grandes catégories qui sont parfois assez peu travaillées. Et notamment, je suis toujours surpris de voir que le rapport public-privé, il est toujours ici figuré comme si c'était un peu deux entités qui se faisaient face, alors qu'en vous écoutant, on voit bien qu'il y a une multiplicité d'acteurs publics, d'ailleurs une multiplicité de niveaux de gouvernement, comme il y a une grande diversité d'acteurs privés parmi les lobbies, mais aussi, ce que vous disiez, entre les personnes privées, du simple individu à l'organisme représentatif. Donc, penser le rapport public-privé, donc de manière aussi générique ou transversale, m'a toujours un peu semblé excessif. Et donc, je suis d'accord pour le dire qu'il y a un vrai travail à faire sur les catégories. Autre catégorie à travailler, moi j'ai toujours été frappé dans le débat public ces dernières années par la montée en puissance de l'idée de coproduction, des politiques publiques en particulier. Pour des spécialistes de politique publique, la coproduction, c'est un peu l'essence même de ce qu'on observe depuis des années. Donc parler de coproduction, et c'est là où on retrouve peut-être la question de la transformation de l'État, c'est s'interroger justement sur de nouvelles formes d'interaction éventuelles ou de nouveaux rapports de force. Et c'est peut-être là que, sur deux points, j'aimerais vous faire réagir, c'est que il y a toute une série de transformations que vous avez rappelées tous les deux, donc démarche participative, donc parfois aussi privatisation de l'action publique. Et j'ai deux observations ici. La première est liée finalement au périmètre de l'État, parce qu'on justifie souvent l'ouverture au privé par un surcroît d'efficacité, donc vous l'avez rappelé, donc c'est ce que tu as dit aussi. Et en même temps, donc le risque évidemment qu'il y a toujours avec, c'est la perte de vue de l'intérêt général. Donc est-ce que vous voyez des tendances un peu consolidées autour de cette espèce de dilemme un peu répétitif qu'on voit autour de ce débat? Et le deuxième point, et ça c'était, je pense, dans vos deux, mais de manière différente, hein, mais c'est ce qui rend les choses intéressantes, dans vos deux interventions, c'était vraiment à la fois important et pas nécessairement toujours au premier plan, c'est qu'il y a une interrogation aussi sur ce qu'est la démocratie aujourd'hui, et notamment sur l'ouverture aux citoyens, donc la question de la représentation, la question de la participation. Et où on voit là que le rapport public-privé, il est sans cesse là aussi face à un dilemme entre relégitimation de l'acteur public, donc, puisque si la démocratie représentative est en crise, alors il faut faire de la participation pour revenir vers le citoyen. Et en même temps, avec toujours ce risque, et aussi c'est une espèce de vieux dilemme ou problème de la discipline, le risque de la capture de la décision par des intérêts ou des acteurs privés de manière plus ou moins occulte. Donc là encore, quelles sont un peu les tendances que dans vos différents travaux, vous analysez autour de une espèce de dilemme lié ici au surcroît de participation et à l'exigence un peu de démocratisation qui est parfois mise en avant. Moi, ce qui me frappe pour les petites études de cas que j'ai vues dernièrement là-dessus, c'est que la participation, elle est utilisée notamment par les élus locaux comme une façon de légitimer finalement leur mandat, parce qu'ils ont été parfois très mal élus. Et une fois qu'on a mis en place les instances de participation, elles n'ont aucun effet sur les décisions et sur l'orientation des politiques publiques. Donc, est-ce que c'est ce que vous observez, ou est-ce que c'est là aussi il y a peut-être des diagnostics plus contrastés et plus différenciés à faire sur différents niveaux? Je ne sais pas qui veut intervenir, peut-être Marie pour commencer.
Oui, je pense que le contexte politique du libéralisme fait que l'acteur public est un peu le bouc émissaire facile et permet plus facilement de proposer une alternative à travers des acteurs privés. Je pense qu'aussi le dilemme, il est constant. C'est ce qui permet de le relativiser, c'est qu'il est constant dans l'histoire parce qu'il est assis sur l'idée que le savoir technique n'est pas nécessairement le savoir des acteurs publics, que la pratique des acteurs publics s'enrichit toujours de la pratique des acteurs privés. Donc, à moins, voilà, encore une fois, de rebasculer un certain nombre de savoirs techniques au sein de la sphère de l'administration. Et là, il faudrait plutôt aller voir du côté des ingénieurs, c'est-à-dire comment créer un corps d'ingénieurs qui soit vraiment attaché à l'État et peut-être un peu plus baigné d'une culture d'intérêt général pour solutionner un peu ce dilemme. Est au cœur des politiques de transparence, par exemple. À la fois, finalement, du point de vue, là, je me placerai des acteurs publics plutôt que des acteurs privés, c'est que les deux arguments, l'argument de l'efficacité et l'argument, on pourrait dire, de la revitalisation de la démocratie étaient au cœur des dispositifs qui ont été mis en place. Je pense à l'open government, toute la politique qui a été engagée au niveau international à partir de 2011 sous l'impulsion des États-Unis s'inscrit bien dans ça. C'est de dire que finalement, plus on aura une transparence sur la présentation de ces interactions, à la fois ça amène une amélioration de la qualité de la décision publique et en même temps, ça amène de la confiance. Et on voit très bien que c'est un discours assez légitimant en fait sur ce type de politique, mais qu'il y a bien les deux volets. Et du point de vue des acteurs privés, on peut dire qu'il y a accord sur cette présentation, parce que pour eux, ça permet aussi de les légitimer. Et moi, j'avais découvert de manière assez étonnante que les lobbyistes, par exemple, étaient très favorables à ce qui est des pratiques d'encadrement, et c'est assez classique en sociologie des professions, c'est que finalement, le statut juridique va légitimer et construire la profession. Et donc, en réalité, ce n'était pas les ONG simplement qui avaient poussé à cela, mais que aussi les lobbyistes, et notamment les cabinets, étaient très favorables à cette reconnaissance. Merci beaucoup. En vous écoutant, Marc, moi j'avais peut-être une question sur la consultocratie. En fait, le terme, je trouve très intéressant et je me demande si ça ne soulève pas de nouvelles questions sur les savoirs de l'administration, parce que ce recours aux consultants externes, il est surtout justifié par les compétences qui sont détenues par ces grandes boîtes de consultants. Et est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre d'interrogations qui apparaissent sur les savoirs qu'on attend de l'administration? Et encore une fois, bon, ça fait écho à la fonction publique européenne, mais les transformations du concours européen, c'est exactement ça, c'est qu'on n'attend plus des gens qui sont spécialisés sur l'histoire, sur l'intégration, sur les institutions européennes, on les évalue sur les skills, sur leur capacité de raisonnement, quelque chose qui est peut-être plus proche des consultants. Donc, est-ce qu'il y a cette transformation-là qui est à l'œuvre ou pas? Je ne sais pas si c'est une question à laquelle vous pouvez répondre, mais en tout cas, ça... Non, je peux difficilement répondre parce qu'en réalité, je l'ai cité parce que c'est un moment extrêmement important et une transformation, je l'ai dit plutôt sur le temps long, qui a donné lieu à des travaux. Moi, j'ai travaillé beaucoup plus sur la question du lobbying et des logiques d'influence et pas sur la consultocratie, qui est en réalité un concept qui vient de Christopher Wood des années 90. À nouveau, c'est logique de continuité, c'est pas nouveau, qui a été repris par Denis Saint-Martin et qui est plus large. Et donc, en réalité, cette interaction entre des cabinets conseils et les rouages administratifs à décision, personnellement, je n'ai pas travaillé sur ces questions, mais c'est un enjeu important. Donc, je botterai en touche sur ça. En revanche, je répondrai sur le fait que ce qui est intéressant, c'est le processus de spécialisation. Et là, pour le coup, je l'ai rencontré et on voit très bien que, contrairement à ce qu'on croit, du point de vue des acteurs privés, des cabinets conseils, eh bien, il y a des cabinets qui sont à la fois, sur une manière générique, qui font les deux, et qui vont essayer d'avoir à la fois le pôle de communication, le pôle d'influence auprès des décideurs publics et du conseil, de manière très générale, sur de la logistique. On voit très bien ça dans la logique de McKinsey pendant le Covid. Et ce n'est pas du lobbying. Et par contre, il y a d'autres cabinets qui se revendiquent sur des fonctions véritablement spécialisées autour du lobbying. Donc, il y a là, moi, je verrais ça sur un autre angle, c'est l'intérêt de cette spécialisation et des luttes concurrentielles. Mais sinon, pour le reste, je ne pourrais pas répondre. Bien sûr.
Peut-être pour ajouter quelque chose à cela, effectivement, mais alors c'est pas une étude scientifique très aboutie, mais j'ai cru comprendre que la cote des HEC et des écoles de commerce, enfin des anciens des écoles de commerce au concours de la fonction publique, par exemple à l'ENA, était de plus en plus supérieure à ceux qui étaient issus des concours de l'école normale. Alors effectivement, c'est une décorrélation peut-être entre savoir et commerce. Je ne sais pas si c'est représentatif d'une transformation de l'État, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est assez sensible. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Juste un mot, je rebondirai alors dans ces cas-là sur cette logique, parce que on la rencontre effectivement aussi dans le cadre de ces cabinets conseils. On voit la transformation du profil sociologique et effectivement l'arrivée des titulaires de diplômes d'école de commerce. Et ça, c'est aussi, là pour le coup, assez nouveau. C'est la dernière génération des cabinets conseils où on a ce profil qui est entrant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je m'attendais un peu à cette absence de réponse. Donc, merci à tout le monde pour la matinée, à la fois aux intervenants et à l'audience qui était là. On se retrouve après cette plus longue pause, donc à 13h30, pour la suite de nos débats. À tout à l'heure.